Tous et à toutes à ce webinaire Espace vieillissement et participation sociale, le rôle de l'environnement bâti dans l'inclusion des personnes aînées. Ce webinaire organisé par la mission universitaire sur la gériatrie, le vieillissement de l'Institut de gériatrie de Montréal, en collaboration avec la direction soutien à l'autonomie des personnes âgées et la direction régionale de santé publique de Montréal. Je suis Marie Saint-Louis, chef de service à la mission universitaire à l'IUGM. Alors, merci d'être présent en grand nombre à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la mission universitaire, une semaine préparée depuis de longs mois par l'ensemble des équipes de la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, afin de vous proposer un programme riche et diversifié dont on peut être fier. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous inviter à vous joindre à ces présentations passionnantes et complémentaires qui abordent un enjeu de taille et d'intérêt, l'environnement bâti et le vieillissement. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'environnement des milieux de vie collectifs, l'inclusion et la participation sociale des personnes aînées. Tout au long du webinaire, vous serez à même de constater qu'il y a des expertises multiples et à divers niveaux quant à ces questions. C'est pourquoi nous nous intéresserons à l'ensemble du spectre de la prévention, la promotion jusqu'au milieu de vie des aînés. Nous serons aussi évidemment à l'écoute des besoins formulés par les personnes aînées elles-mêmes et aborderons quelques pistes de solutions concrètes. Nous avons un devoir de collaboration pour répondre aux besoins croissants de la population. Cette conférence participe donc à la création d'un espace d'échange pour faire un pas de plus ensemble vers des nouvelles façons de faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques petites consignes techniques. Donc, le webinaire est enregistré à des fins de diffusion. Vous recevrez le lien suite à cette conférence. Nous vous invitons également à poser vos questions dans le clavardage tout au cours de la présentation. Si jamais vous avez des problèmes techniques, merci de communiquer dans le clavardage. L'équipe technique sera en mesure de vous accompagner. Alors, ce webinaire nous permettra d'entendre 4 panélistes qu'il me fait grandement plaisir de vous présenter. Tout d'abord, Rana Boubacar est chargée de projet en vieillissement actif et famille à l'Espace Muni et doctorante en aménagement à l'Université de Montréal. La présentation de Rana posera un regard sur les besoins exprimés par les personnes aînées découlant d'une recherche sur les environnements immédiats des ressources pour personnes aînées, communément appelées RPA. Marie-Chantal Gélina est ergothérapeute en santé publique, agente de planification et programmation de recherche à la Direction régionale de santé publique. Elle fait partie de l'équipe des personnes aînées dans la communauté et du service santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain. Sa présentation portera plus spécifiquement sur les obstacles et enjeux liés aux environnements bâtis dans un contexte de vieillissement. Hugo Quintin est chargé de projet et développement du Centre d'écologie urbaine. Son intervention portera sur la présentation de solutions concrètes avec le projet Zone Santé. Et enfin, Joëlle Tremblay, qui est directrice adjointe des services de deuxième et troisième ligne du continuum SAPA, nous présentera les éléments de contexte du point de vue clinique et du réseau de la santé sur l'aménagement des espaces et la participation des personnes aînées. Nos invités se connaissent, elles collaborent d'une façon ou d'une autre autour de cette question. Vous pourrez le constater lors du webinaire. Les présentations seront suivies d'une courte période d'échange. Donc, je laisse tout de suite, sans plus tarder, le micro à Joëlle Tremblay de la direction SAPA qui placera quelques éléments de contexte et je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à tous, merci beaucoup Marie. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un partage bref de ma présentation. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, ma présentation ou non? Oui, c'est parfait, Joëlle. Oui, parfait.
Alors, ben, en fait, brièvement, là, je vais rien apprendre à personne cet après-midi, mais je vais quand même vous mettre en contexte sur le vieillissement de la population au Québec, qui est déjà bien documenté, avec quelques données simples que vous voyez à l'écran. Donc, on observe évidemment une augmentation de l'âge médian. Donc, on constate qu'au Québec, là, l'âge en 2001 était, l'âge moyen, médian était de 37 années en 2001, 37 ans, et il est passé à 44 ans en 2023. On observe également une croissance des personnes qui occupent la tranche d'âge de 65 ans et plus. Donc, on était autour de 20% de la population occupant cette tranche d'âge et ça ne fait qu'augmenter dans les prochaines années. C'est la même tendance pour la tranche d'âge des 85 ans et plus qu'on observe dans le graphique de Statistique Canada en bleu pâle. Et on observe aussi une hausse de l'espérance de vie. Donc, pour les hommes au Québec, on est rendu à 80 ans en moyenne, puis les femmes ont une espérance de vie à 84 ans là, en 2023. Donc, ces données nous démontrent vraiment qu'il y a une tendance soutenue au Québec vers un vieillissement de la population. Puis quand on parle de vieillissement, évidemment, ça vient aussi avec un accroissement des besoins de ces personnes qui occupent une grande partie de notre population. On peut parler de besoins d'assistance au niveau de soins médicaux, au niveau de la mobilité, au niveau des capacités physiques, des capacités cognitives. Ça vient aussi souvent avec un rétrécissement du réseau social. Les personnes aînées sont plus à risque d'isolement, bien évidemment, puis c'est peut-être pour ça qu'on observe une tendance pour ces personnes de vouloir se rassembler dans des milieux de vie collectifs. On constate, là, Statistique Canada en 2021 constatait un taux là, d'occupation des milieux de vie collectifs pour les 85 ans et plus de près de 37%. Donc, c'est vraiment la tranche d'âge, là, quand on parle des 65 ans et plus, qui occupe davantage de place dans les milieux de vie collectifs. Donc, ça va de soi que les personnes souhaitent se rassembler dans des milieux de vie collectifs pour répondre, dans le milieu de vie collectif pour répondre davantage à leurs besoins. Quand on parle de milieu de vie collectif, on, on a quand même deux tendances, si on veut, d'hébergement ou plutôt de milieu de vie au Québec. La première tendance, c'est vraiment tout le milieu de vie des RPA, donc résidences privées pour aînés, des HLM, donc les habitations à loyer modique, les coops d'habitation. Qui sont vraiment plus réservées pour des personnes qui ont un niveau d'autonomie un petit peu plus élevé. Sinon, la deuxième tendance, c'est vraiment les milieux plus d'hébergement, donc les centres d'hébergement de soins de longue durée qui sont publics, les maisons des aînés qui sont également publiques, les ressources intermédiaires qui sont partenaires, ben, publiques majoritairement, mais en partenariat avec du privé. Puis ce qu'on observe au niveau des usagers, là, des personnes qui y demeurent, c'est vraiment des niveaux d'autonomie plus faibles. Donc, il va vraiment avoir la distinction, c'est qu'il y a vraiment une intensité de soins qui est plus importante dans dans ces milieux. C'est sûr que, bon, l'intérêt, évidemment, de ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on peut mieux adapter les milieux de vie collectifs aux besoins des personnes qui y vivent, toujours dans le but d'assurer un maintien de leur participation active, parce qu'on sait que d'avoir une plus grande participation active le plus longtemps possible, ça aide à garder l'autonomie puis la bonne santé de ces personnes-là le plus longtemps possible. Évidemment, la thématique est d'une pertinence parce que ça fait converger plusieurs grandes orientations ministérielles en matière de prévention et de promotion de la santé. Si vous voyez là, énumérer toutes les politiques, les plans d'action ministériels, là, les grandes orientations qu'on connaît plus de près ou de loin, là, fait que j'irai pas dans le détail de tout ce que c'est, là, mais vous connaissez probablement la politique du vivre et vieillir ensemble. On en parle aussi dans l'approche intégrée de proximité pour les personnes aînées, dans la politique gouvernementale en prévention de la santé, dans les plans d'action régionaux en santé publique. On n'entend Ton rien. micro, Joël. Vous m'entendez? Je sais pas pourquoi. Ça fait-tu longtemps? Ça fait OK. 20 secondes.
OK, parfait. Donc, là, j'énumérais les grands enlignements ministériels que vous voyez à l'écran, mais ce que je voulais dire, c'est que sans plus tarder, je céderai la parole à ma collègue Rana Boubacar qui va commencer par faire un état des besoins exprimés par les personnes aînées au niveau de l'environnement, donc des requis au niveau de l'environnementaux. Donc, Rana, je te cède la parole sans plus tarder. Merci, Joël. Euh, c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, merci, Rana. Parfait, merci. Merci Joël. Merci tout le monde pour votre présence. Donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule Vieillir dans une résidence pour aînés à Montréal, vulnérabilité environnementale et défis de création d'un nouveau chez-soi. C'est une étude qui s'inscrit dans mon projet doctoral qui est en cours d'évaluation et qui est dirigé par Paula Négrand, professeur à l'Université de Montréal, et Ernesto Morales, professeur à l'Université Laval. Donc, je vais commencer par une mise en contexte sur les résidences pour personnes aînées. Je vais présenter le concept de la vulnérabilité environnementale. Je vais passer par la suite aux méthodes et aux résultats portant particulièrement sur les besoins recherchés par les personnes aînées qui vivent dans une résidence pour aînés. Donc, aujourd'hui, on compte 1684 résidences privées pour aînés certifiés au Québec. Le marché des résidences pour aînés se caractérise par une forte demande. En effet, en 2021, on a 17% des Québécois de 75 ans et plus qui vivent dans une résidence pour aînés. Le gouvernement considère que ces personnes vieillissent chez elles. Donc, il y a des stratégies qui sont mises en place pour maintenir les personnes, parce que c'est le souhait de plusieurs personnes aînées. Donc, des stratégies sont mises en place pour répondre aux besoins de ces personnes qui vieillissent chez elles et pour favoriser le vieillissement actif, notamment par l'optimisation de la bonne santé, de la sécurité et de la participation citoyenne qui sont les volets du vieillissement actif. Pour les personnes aînées, vieillir chez elles lui présente beaucoup d'avantages. C'est surtout le fait de vieillir dans un environnement familier, mais ceci peut aussi peut présenter quelques inconvénients dans le cas où la vie de la personne se caractérise par des changements tels que les changements personnels ou les changements liés au vieillissement. Le logement de la personne peut devenir peu adapté aux besoins des personnes aînées et les mettre dans une situation de vulnérabilité ou de handicap. Le changement peut aussi affecter l'environnement urbain, ce qui oblige la personne à redéfinir ou à changer ses habitudes ou même à s'isoler dans les pires des cas. Donc, dans l'examen de la relation de la personne avec l'environnement, nous nous basons sur des théories de la gérontologie environnementale et de la gérontologie géographique. Il est connu que la personne agit sur l'environnement, mais l'environnement peut aussi agir sur la personne. Donc, il y a une relation d'interaction entre les deux. On a le modèle de compétence suppose que le comportement de la personne dépend de ses capacités, mais aussi il dépend des pressions produites par l'environnement. On peut ici donner l'exemple des escaliers ou des marches qui sont devant les entrées des bâtiments. Le modèle de congruence suppose que l'interaction détermine le niveau de congruence entre l'environnement et les besoins de la personne. Donc, dans le cas où il y a un manque de congruence, la personne peut adapter des stratégies pour s'adapter aux pressions de l'environnement. Ceci aussi est confirmé par le modèle de production de handicap qui lui aussi prévoit que l'environnement peut être facilitateur, mais il peut aussi mettre la personne dans une situation de handicap si cet environnement n'est pas adapté aux besoins et aux capacités de la personne.
Donc, ces interactions peuvent nous mènent à penser au fait que si la personne se situe dans un environnement où elle vit, dans un environnement qui présente beaucoup de pression ou qui présente des obstacles, cette personne va être dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire elle ne peut plus, elle perd le contrôle sur son environnement, elle peut plus le définir, elle peut plus le créer et cet environnement ne va plus correspondre à ses besoins et à ses capacités. Donc, cette étude vise à comprendre comment l'espace résidentiel d'une personne âgée peut influencer sa décision de déménager vers une résidence pour aînés, mais aussi à comprendre le rôle de l'environnement résidentiel dans la création d'un nouveau chez-soi après le déménagement. Le chez-soi, c'est une notion qui réfère à l'utilisation fonctionnelle de l'espace, mais aussi elle réfère à une notion émotionnelle liée à l'expérience et au vécu de la personne. Donc, notre espace résidentiel s'étend sur trois échelles. L'espace architectural de la résidence, l'espace immédiat qui est l'îlot de la résidence et les services à proximité et l'espace exploité quotidiennement par les personnes aînées et le quartier dans lequel s'insèrent les résidences. Donc, pour répondre au sujet pour s'inscrire dans le sujet de ce webinaire, nous allons nous concentrer plus sur l'espace immédiat et l'espace urbain de la résidence. Cette étude s'inscrit dans une collaboration entre le groupe Maurice et l'Université de Montréal. Donc, quatre résidences ont fait l'objet de l'étude. Vent de l'Ouest, les Verrières du Golfe, les Jardins de Mylène, le Savignon. Ce sont des résidences qui sont inscrites, qui sont situées dans des milieux, dans des quartiers différents de Montréal. Elles sont ouvertes entre 2003 et 2012. C'est des résidences destinées à des personnes autonomes et semi-autonomes, en plus de la location de la chambre ou de la vente des condos. Elle offre aussi des services de loisirs et de repas, par exemple. Les quartiers des résidences présentent des indices de transformation. On peut donner l'exemple des réductions des industries au profit des terrains résidentiels et commerciaux à la Chine, qui est le quartier de la résidence de Savignon. Donc, dans cette étude, nous appuyons sur une approche mixte, questionnaire auprès des résidents, observation dans différents moments de l'année et des entretiens avec 31 personnes résidentes et résidents. Notre recherche a montré que les aînés choisissent de déménager avant tout pour des difficultés liées au logement, donc comme les difficultés de l'entretien, mais aussi pour des raisons personnelles, quand par exemple la personne perd son conjoint, donc elle a peur de se trouver seule. Les personnes âgées peuvent aussi choisir une résidence spécifique. euh, dépendamment du quartier, pour rester dans le quartier initial de la résidence initiale. Donc, c'est un quartier qui est familier ou pour se rapprocher des proches ou des enfants. Ils choisissent aussi la résidence privée comme option de logement pour la sécurité, pour les services de loisirs, mais aussi pour les atouts de l'environnement. En effet, donc les caractéristiques du quartier occupent une place importante dans les attentes des personnes aînées. Outre la disponibilité des transports en commun, il y a des éléments qui favorisent la marche et la participation aux activités comme la disponibilité des commerces à proximité et la présence des végétations dans les rues adjacentes constituent des éléments qui sont d'une grande importance pour les personnes aînées.
À travers les réponses, les personnes aînées manifestent aussi que les éléments leur assurant un environnement sécuritaire sont d'une grande importance, tant à l'échelle architecturale qu'à l'échelle urbaine. À l'échelle architecturale, on peut donner l'exemple des rampes d'accès et des portes automatiques qui vont favoriser la sortie sécuritaire vers l'espace immédiat de la résidence. Les personnes âgées soulignent aussi leur besoin de se déplacer en sécurité dans le quartier en attribuant une très grande importance à la présence de passages pour piétons et à la largeur et déneigement et propreté des trottoirs. Les entretiens et les observations des environnements immédiats ont montré, des quatre résidences en fait, ont montré qu'il y a aussi des obstacles qui peuvent nuire au déplacement sécurisé des personnes aînées. Donc, on voit des morceaux de glace qui peuvent rester accumulés sur les passages pour piétons, ce qui peut constituer un risque de chute pour les personnes aînées. On a aussi, comme vous voyez dans l'image à droite, par exemple, c'est le boulevard Henri Bourassa. Les personnes qui vivent dans les jardins Mylène sont obligées de traverser ce boulevard de six voies pour accéder au parc ou à la station de métro qui sont juste en face de la résidence. Mais donc la vitesse des véhicules constitue pour eux des obstacles pour leur mobilité. L'observation a aussi montré que parfois il y a des trottoirs qui sont totalement absents dans les espaces immédiats des résidences et il y a aussi des espaces là où les passages pour piétons ne sont pas indiqués. Marie-Chantal va nous parler tout de suite après, pas tout de suite, mais après de ces obstacles qui peuvent même constituer des risques pour la santé des personnes aînées. Les changements peuvent aussi constituer, les changements de l'environnement urbain peuvent aussi constituer peuvent aussi affecter la relation de la personne avec son environnement et son sentiment de chez soi. Dans l'espace immédiat, les aînés n'apprécient pas les nouvelles constructions car selon certains, ils vont constituer, ils vont apporter plus de trafic et d'insécurité. Les personnes qui habitent au Verrières du Golfe depuis sa construction regrettent la transformation du Golfe en immeuble résidentiel. Il constituait avant, pour plusieurs, un facteur qui a mené leur choix pour cette résidence. Enfin, des participants de Vent de l'Ouest ont parlé de leur expérience peu appréciée avec les populations d'origine étrangère. Donc, la proximité des parcs, des autoroutes, des ponts, des hôpitaux sont des éléments qui peuvent favoriser la mobilité de la personne, mais aussi la construction d'un nouveau chez-soi chez les personnes aînées. Donc, ce chez-soi s'étend car non seulement dans le logement de la résidence, mais il s'étend jusqu'au quartier de la personne. La résidence privée pour aînés peut contribuer par son aménagement à réduire les obstacles de l'environnement immédiat, comme on voit dans la photo à droite. C'est un transport adapté qui a été offert par la résidence Les Verrières du Golfe pour amener les résidents au service, car il y a des services limités dans le quartier de la résidence. L'image en bas montre un sentier aménagé autour de la résidence Vent de l'Ouest, car dans le quartier de cette résidence, il y a un manque, selon les résidents, en fait, il y a un manque d'espace vert. Les municipalités peuvent aussi contribuer à réduire ces obstacles en aménageant les résidents, les espaces immédiats autour des résidences, mais aussi en s'inspirant en fait du projet Zone Santé qui va être aussi exposé par Hugo Quentin par la suite. Merci merci pour votre attention. Nous passerons la parole à Marie-Chantal Gélinas. Merci, je vais on partage. Donc, ça fonctionne? Oui, Donc, ben, merci, Rana, d'avoir introduit le sujet.
Je vais vous parler maintenant du portrait des environnements bâtis autour des milieux de vie collectifs pour personnes aînées à Montréal. Ben là, rapidement, le plan de la présentation, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de faire ce portrait-là. Puis, je vais vous présenter là, les résultats selon les dimensions de l'environnement bâti. Donc, l'accès au commerce, l'accès aussi au transport collectif, la sécurité lors des déplacements, l'exposition au bruit et à la pollution de l'air et les îlots de chaleur. Puis, je vais terminer avec les recommandations là, qui découlent de nos constats. J'arrive plus à partager. Ah oui, bon, voilà. Pourquoi on s'est intéressé aux environnements bâtis autour des milieux de vie collectifs pour aînés? Bien, à la Direction régionale de santé publique, on s'intéresse aux milieux de vie des aînés, puis notamment aux milieux de vie collectifs, et on voyait qu'il y avait très peu de données spécifiques sur ces types de milieux, sur les aînés qui vivent dans les milieux, mais aussi sur les environnements autour des milieux. Donc, c'est pour cette raison qu'avec une de mes collègues, Sophie Goudreau, qui est responsable de l'ensemble des calculs des indicateurs environnementaux pour cette étude. On a entamé ce projet en 2022. Avec ce portrait-là, on souhaitait caractériser les milieux de vie où vivent les personnes aînées pour mieux comprendre ces milieux, mais également en lien avec, faire le lien également avec la santé des personnes qui habitent dans ces milieux et pour permettre une meilleure planification, là, arrimer les offres de services avec les dits milieux de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a considéré là, comme un milieu de vie collectif pour aînés dans le cadre de notre étude? Bon, on a pris l'ensemble des logements sociaux, des HLM pour personnes aînées là, de 65 ans et plus, et les résidences privées pour aînés qu'on a divisées en deux catégories. Alors, celles qui sont privées à but lucratif, avec des intérêts privés, donc un peu comme celle que Rana a présentée, les groupes Maurice, on pense aussi aux résidences Soleil, tout ça qui sont souvent des immeubles avec plus de 100 logements. Puis, il y a les résidences qui sont gérées par des OBNL, qui sont souvent des plus petites résidences, là, entre 10 et 40 unités. Donc, voilà. Puis, dans le fond, c'est ça, vous allez voir qu'il y a une différence, dans le fond, dans les résultats là, qu'on va vous présenter selon le type de milieu. Donc, pour nos calculs des variables environnementales, on a considéré le nombre de logements en milieu de vie collectif et non pas le nombre d'immeubles, étant donné là, justement que les nombres vraiment différents d'un type de résidence à l'autre. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de logements en milieu de vie collectif à l'est et beaucoup moins, là, plus on se dirige vers l'ouest. Puis, de la même façon, là, les RPA à but lucratif, les RPA privés sont beaucoup plus nombreuses que les logements en HLM, puis les logements en RPA là, à but non lucratif. Donc, voilà. Qu'est-ce que l'environnement bâti? Ben, on s'en est tenu, on a utilisé la définition du Krebs, qui est tout élément de l'environnement physique conçu, construit et aménagé par l'être humain. Donc, puis à retenir aussi que c'est un important déterminant de la santé. Donc, voilà pourquoi on s'est intéressé à l'environnement bâti. Donc, passons alors à la section des résultats. Donc, on a calculé différentes variables environnementales autour des milieux de vie collectifs. Donc, commençons par les commerces essentiels situés à distance de marche. On a considéré 500 mètres comme étant la distance de marche raisonnable là, pour totaliser, disons, 1 kilomètre aller-retour au commerce ou au service. Donc, on peut voir, si on regarde les différents histogrammes présentés, que plus de la moitié des logements en milieu de vie collectif n'ont pas accès ni à une épicerie, ni à une pharmacie dans un rayon de 500 mètres, là, peu importe le type de milieu. En ce qui concerne l'accès au transport collectif à distance de marche, bien là, c'est environ 42 des logements qui n'y ont pas accès. Puis, c'est important, l'accès au transport collectif, ça a été soulevé aussi par Anna précédemment, mais si on considère que le transport, c'est un intermédiaire entre la personne et sa participation sociale, donc évidemment qu'une diminution d'accès au transport égale une diminution de la participation sociale. Donc, on voit aussi que dans les RPA privés, il y a peut-être aussi moins d'accès au transport parce qu'ils sont situés dans des quartiers qui sont souvent moins centraux.
Maintenant, en ce qui a trait à la sécurité lors des déplacements, alors environ un cinquième des logements en milieu de vie collectif ont plus de 10 intersections avec des artères dans un rayon de 500 mètres. Puis ça, Rana, tantôt, tu avais une super, je ne l'avais pas vu, tu avais une super belle photo qui illustrait ça. Donc, c'est important de souligner que les intersections avec les artères, ça comporte un plus grand risque de collision, un plus grand risque de sécurité dans les déplacements, puis beaucoup plus de circulation, puis les traverses aussi souvent beaucoup plus larges. Voilà. Puis là, à ce moment-là, on voit que à l'inverse, ce n'est pas les RPA privés, mais les HLM qui sont dans des quartiers plus centraux croisent plus souvent des intersections, sont situés à proximité de davantage d'intersections que les RPA privés. Maintenant, les îlots de chaleur, environ 3/4 des logements sont situés dans un îlot de chaleur. Puis ça, c'est d'autant plus vrai pour les RPA privés qui sont situés loin des parcs et des espaces verts, puis plus souvent aussi dans des zones industrielles. Et là, j'y arrive. C'est ça, 16% des logements à HLM ou RPA sont situés à proximité d'une autoroute, à moins de 300 mètres d'une autoroute, puis environ 15% sont situés dans des zones industrielles, puis dont 18% là, en RPA privé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, en conclusion, on peut dire que la qualité des environnements autour de nombreux milieux de vie collectifs pour aînés sont peu favorables à leur santé puis mériteraient d'être améliorés. Les logements situés dans les HLM et les RPA au BNL ont toutefois un meilleur accès au commerce essentiel et au transport collectif par rapport aux RPA privés. Par contre, ils sont plus souvent situés dans des secteurs centraux, donc, comme je disais, plus de risques de collision routière puisqu'il y a davantage d'intersections avec des artères. De leur côté, les logements en RPA privé sont plus nombreux à être situés dans des secteurs qui présentent des risques pour la santé, donc en plus grand nombre dans les zones industrielles et dans les îlots de chaleur. Donc, petit rappel pour nous dire qu'un environnement sain et favorable à la mobilité active favorise l'activité physique, la participation sociale et l'autonomie. Donc, finalement, les aménagements doivent favoriser le vieillissement actif et inclusif. Puis nos recommandations vont dans ce sens-là, donc favoriser l'accès physique à distance de marche au commerce et aux services essentiels, dont le transport collectif. Puis sécuriser les trajets autour des milieux de vie collectifs, notamment par des mesures d'apaisement de la circulation. Finalement, de façon plus importante, on devrait planifier de façon concertée l'environnement bâti autour de ce type de milieu de vie. Donc, quand on construit une RPA, il n'y a pas de normes sur les environnements bâtis à respecter là, pour le choix de l'emplacement de la RPA. Donc, il gagnerait à avoir des normes plus rigoureuses. Puis, on gagnerait aussi à avoir une planification concertée entre les acteurs du milieu municipal, du domaine de la santé, puis du milieu communautaire. Donc, ça fait le tour. Merci de votre attention. Puis, je cède maintenant la parole à mon collègue Hugo qui va vous expliquer de façon plus concrète comment les aménagements peuvent être faits de façon plus accessible autour des établissements de santé. Merci. Oui, merci Marie-Chantal. Je vais partager donc mon écran. Je pense que vous le voyez maintenant. Euh, merci. Grâce à Rana puis à Marie-Chantal, on commence à mieux comprendre un peu les enjeux puis les besoins des personnes aînées. On comprend aussi qu'autour des milieux de vie collectifs, c'est pas nécessairement favorable à la santé. On commence aussi à comprendre c'est quoi les grands principes pour le vieillissement actif, pour le vieillissement en santé, comment est-ce que devrait être l'environnement. Mais évidemment, chaque installation de santé, que ce soit, on parlait des CHSLD, des RPA, des hôpitaux, ont des spécificités, s'inscrivent dans un quartier. Donc, comment est-ce qu'on vient finalement intégrer tous ces grands principes du vieillissement actif à ces installations spécifiques et avec leurs besoins? Donc, c'est un peu avec cette question-là que le processus et la démarche de zone santé a commencé, en se demandant comment est-ce qu'on peut améliorer finalement, à l'instar finalement de la zone scolaire qu'on connaît un peu plus, comment est-ce qu'on peut
finalement aménagées de manière sécuritaire, conviviale, aux abords des installations de santé. Donc c'est pour ça que la zone santé est arrivée. Là, j'arrive pas à changer le diaporama. Je vais juste faire ça. Désolé. Voilà. Donc, comme je disais, c'est inspiré de la zone scolaire. Donc, il s'agit de proposer des aménagements sécuritaires et conviviaux aux abords des installations de santé pour favoriser le vieillissement actif. Puis, on l'a vu un peu en deux dimensions. Évidemment, il y a la dimension aménagement. Comment est-ce que concrètement, on a ces environnements-là autour des installations. Mais c'est également un processus. Comme je disais, on s'adapte à chaque installation qui s'inscrit dans un quartier, dans un milieu de vie avec des habitudes, avec un niveau d'autonomie aussi différent des résidentes et des résidents. Donc, on a mis en place tout un processus qui permet à la fin d'aller proposer des recommandations. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu, ben, globalement, c'est quoi ce processus-là? Puis ensuite, je vais vous montrer vraiment des exemples du projet qu'on a fait à Montréal dans les 2 dernières années pour un peu ben, montrer quelle vision d'aménagement on a mis en place, comment est-ce qu'on a utilisé toutes ces données-là pour proposer des aménagements autour de nos 3 installations qu'on avait accompagnées. Alors, le processus est assez simple. Il se fait globalement en 3 étapes. La première étape, évidemment, c'est de comprendre l'installation, donc d'effectuer un portrait diagnostique de l'installation. Donc, on est allé faire plusieurs collectes de données, des observations. On a été faire des sondages dans les 3 installations qu'on avait accompagnées. L'idée, c'est de comprendre les habitudes des personnes qui y est, que ce soit évidemment les personnes aînées, mais également tous les employés qui y habitent, qui y viennent, etc. Parce que si c'est aménagé pour tout le monde, ben, si c'est aménagé pour les aînés, c'est aménagé pour tout le monde. Donc, on vient avoir un regard exhaustif sur ça. Puis, on veut aussi connaître bah, les spécificités de l'environnement bâti. Donc, comment est-ce que le quartier, les rues aux alentours s'intègrent avec l'installation? Est-ce qu'il y a des générateurs de déplacement qui devraient être mieux connectés à l'installation, etc. Donc, on est venu réfléchir à tout ça pour par la suite avoir des recommandations d'aménagement qui permettent bah, de proposer finalement un peu de manière exhaustive sous différents indicateurs de sécurité routière, d'accessibilité hivernale, d'accessibilité universelle, de connectivité avec les autres parties de la ville. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer l'environnement autour de ces installations? Puis, toutes ces données ont été mises dans des cahiers des charges qui permettent à l'après d'outiller l'installation, d'outiller les SIS, les SIUS, à ben, finalement comprendre leur environnement et puis avoir des pistes d'action pour par la suite changer les choses. Donc là, ce que vous pouvez voir en photo, c'est donc on est allé en hiver puis en été pour aller voir s'il y avait des enjeux différents. On sait qu'évidemment en hiver, il y a peut-être des enjeux différents quand on parle de marchabilité pour les personnes aînées. Donc ça nous a permis d'avoir des recommandations adaptées à toutes les saisons. Les 3 spécificités, rapidement, on est vraiment à la réflexion à l'échelle du milieu de vie. On ne s'intéresse pas seulement au site de l'installation, au site de l'hôpital du CHSLD, on va voir un peu plus loin, parce que quand on veut se rendre à l'installation, quand on veut aussi participer à la vie du quartier, ben évidemment, on va sur les rues, on va dans les parcs, on va à côté. Donc, il faut réfléchir à l'échelle du milieu de vie. Également, mettre plusieurs acteurs, plusieurs disciplines autour de la table pour avoir une vision exhaustive des enjeux, pour avoir vraiment des recommandations qui soient ancrées dans, que ce soit les réglementations municipales, dans les bonnes pratiques et les expertises de chacun. Donc, ça permet vraiment de partager tout ça et puis d'avoir un cahier des charges, puis des recommandations qui soient adaptées et qui soient ben, au meilleur des pratiques, si je peux dire. Et enfin, on met une forte emphase sur l'implication des usagères et des usagers. On considère qu'ils sont expertes et experts de leur milieu. C'est elles et eux qui savent quels sont leurs besoins, quels sont leurs enjeux, mais quand ils marchent autour de l'installation, quand ils y viennent. Donc, on les implique vraiment fortement pour qu'ils nous partagent ça et qu'ensuite on puisse ben, encore mieux comprendre leurs besoins et adapter ces recommandations. Donc rapidement, le projet qu'on a fait en 2022 et 2024, donc on a accompagné 3 installations de santé à Montréal, donc 2 CHSLD, le CHSLD Paul Bruchesi et du Manoir de l'Âge d'Or, donc sur le plateau Mont-Royal, et puis l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, donc dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Donc on a été financé par le ministère des Transports pour accompagner ces 3 installations en collaboration avec le SUS Centre-Sud. Donc là, ce que vous pouvez voir à côté, ce sont tous les expertises, tous les acteurs qui étaient avec nous autour de la table. Donc c'est assez diversifié. On avait la ville de Montréal, les arrondissements, Piéton Québec, la Société logique pour l'accessibilité universelle, la STM pour les questions de transport collectif,
la table de concertation des îles de Montréal, l'Agence de mobilité durable, donc vraiment une diversité d'acteurs, ce qui a vraiment permis d'avoir une vision assez large des enjeux, puis des leviers d'action possibles pour changer l'installation. Alors là, je vais vous présenter un peu nos différents faits saillants, puis nos recommandations. Je précise que ce que vous allez voir, c'est des visions d'aménagement qu'on a faites. Donc l'idée, c'est pas d'aller faire des études techniques ou de faisabilité sur est-ce que c'est possible de mettre ces éléments-là à telle place, parce que ça, c'est pas notre expertise. Donc on est là plus sur des visions d'aménagement. Donc ça permet un peu d'avoir une feuille de route, puis d'avoir finalement des éléments sur lesquels on pense qu'on a une priorité ou pas. Donc, ça permet d'aller voir et puis de rêver un peu ce à quoi ça devrait ressembler, tout en étant conscient que ça demanderait des années pour changer tout ça, mais au moins ça donne une fin en soi. Donc, un des premiers éléments qu'on peut montrer, par exemple, donc c'est sur la rue Rachel. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent si vous habitez sur l'île de Montréal. Donc l'installation était vraiment juste en face de la rue, en face de la piste cyclable bidirectionnelle. Donc il y avait beaucoup d'enjeux d'accessibilité pour la traversée, mais également beaucoup d'achalandage. Donc ça nous a été reporté il y avait des améliorations à faire là-dessus. Donc ce qu'on a proposé, c'est vraiment de la rendre plus conviviale, cette rue-là, notamment pourquoi pas implantant une piste cyclable des deux côtés pour favoriser l'accessibilité universelle et puis pour limiter ces enjeux-là. Également, augmenter les zones d'attente, puis surélever l'intersection pour la rendre plus sécuritaire. Également, il y avait des arrêts de bus, donc de rendre les arrêts plus accessibles. Donc, tous ces éléments-là qui participent au vieillissement actif qu'on a été intégrés dans nos propositions. Également, au manoir de l'Âge d'Or, donc qui est à l'intersection Sherbrooke puis Jeanne-Mance. Également, là, on s'est rendu compte que l'intersection était assez large. Quand on a observé les personnes aînées traverser la rue, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de fois où il n'y avait pas assez de temps pour traverser, pour arriver jusqu'au bout, parce qu'il fallait vraiment traverser 4, 5 voies. Il y avait aussi beaucoup d'interactions avec les véhicules. Puis, par exemple, là, les zones d'attente ne sont pas nécessairement accessibles non plus. Donc, on est venu aussi proposer un réaménagement de l'intersection en formalisant un peu plus les voies de circulation des voitures pour favoriser une bonne cohabitation. Également ajouter des îlots de refuge au milieu de l'intersection pour finalement couper la traversée en deux s'il n'y avait pas assez de temps de la traverser. Puis ajouter également des espaces de repos que vous voyez tout au fond là-bas pour, encore une fois, favoriser la participation sociale, ce qui fait partie du vieillissement actif. Et enfin, l'IGM, pour ceux qui connaissent, c'était assez intéressant. C'était vraiment un plus gros bâtiment. Puis il y avait aussi la question du stationnement, où on sait que les stationnements sont des endroits aussi où il y a beaucoup d'insécurité pour les piétons aînés, beaucoup de chutes, beaucoup de collisions. Donc, et c'est aussi également un îlot de chaleur. On l'a vu aussi dans nos données. Donc là, on est venu proposer un réaménagement en un lieu sécuritaire, confortable et adapté au changement climatique. Il faut penser aussi à ces éléments de changement climatique dans les recommandations. Donc là, ce qu'on est venu proposer, c'est évidemment d'augmenter la canopée pour limiter les effets d'îlot de chaleur, de venir séparer aussi les cheminements piétons avec les cheminements automobiles pour favoriser la sécurité. Puis là, vous voyez une diagonale, ça c'est parce qu'il y a un autre bâtiment de l'IGM qui est en bas à droite, un peu plus loin sur l'écran. Et donc, ça permet en fait de rendre le trajet entre ces deux bâtiments beaucoup plus simple, sécuritaire et direct, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une ligne de désir finalement. Il y avait beaucoup de trajets comme ça, donc on est venu formaliser et sécuriser ces trajets-là. Donc ça, c'est tous des éléments que la démarche nous ont montrés et qu'on a pu mettre au jour, puis proposer ça. Également, sécuriser tout ce qui était intersection, rendre beaucoup plus accessible avec des plaques podotactiles, etc. Puis mettre aussi du mobilier urbain pour pouvoir se reposer quand on traverse l'espace. Et enfin, de penser aussi aux espaces de repos. L'UGM était assez loin de tout ce qui était parc ou rue commerciale, etc. Donc on s'est dit, on va profiter de la grandeur de la superficie de l'installation pour finalement faire attention à la participation sociale, donc d'ajouter des espaces de repos. Donc on est venu proposer, c'est ça, d'avoir des espaces en été, un peu d'urbanisme tactique, donc d'urbanisme temporaire. Comme ça, on peut mettre en été des éléments pour favoriser, faire en sorte que les aînés puissent venir dehors tout en les enlevant, avoir la possibilité de les enlever en hiver puisque c'était le dépôt à neige. Donc là aussi, on est venu
mettre en avant les enjeux techniques de l'installation avec les besoins en vieillissement actif. Donc voilà, pour terminer, donc ça c'était le premier projet. Notre travail continue. Donc en ce moment, on accompagne encore 3 installations en Montérégie pour aller voir d'autres milieux un peu plus ruraux, un peu plus de banlieue. Puisque l'objectif est de concevoir un guide de mise en œuvre de la zone santé pour pouvoir outiller le SIS, les installations, les municipalités à eux aussi mettre en œuvre des zones santé dans leur milieu. Le projet à Morel était un projet pilote, donc on est allé tester, puis là on vient essayer de le rendre un peu plus périn, donc c'est un travail en continu. Vous pouvez aller sur zone-santé.ca pour avoir toutes les informations, donc c'est le site internet où c'est où c'est fait. Puis là, pour faire la transition avec Joël qui va reprendre la parole, notre travail s'est arrêté là, donc à proposer des recommandations. Puis là, évidemment, l'enjeu, puis la prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on met en application ces recommandations-là? Donc, comment est-ce qu'on va chercher du financement? Comment est-ce qu'on continue à aller donner les responsabilités, aller chercher les leviers d'action et puis qui pour le faire. Donc ça, c'est toute une question aussi à élucider puis à mettre en place par la suite, notamment au niveau des CIS et des SUS. Donc je laisse la parole à Joël qui va nous dire un petit mot là-dessus. Merci Hugo. En effet, le processus de réflexion est très pertinent pour les équipes là, pour avoir été témoin de tout ça, mais il y a toujours le défi là, de financer, de voir comment on va financer, puis on va soutenir financièrement ces initiatives-là. Parce que faut savoir que pour les établissements du réseau de la santé, on est financé, on reçoit de l'argent là, annuellement à travers le PCFI, donc le plan de conservation et de fonctionnalité immobilière. Puis ça permet vraiment le maintien des actifs. Donc, l'objectif, c'est d'assurer la continuité des services. Donc, c'est pas nécessairement un budget qui permet du grand développement. Évidemment, il y a des petites recommandations où il y a des choses qu'on peut faire à travers cette enveloppe financière, mais tout nouveau développement devrait venir avec une nouvelle enveloppe. Donc, il y a vraiment des démarches à faire au niveau du ministère pour faire des demandes spécifiques lorsqu'on souhaite avoir des projets un peu plus d'envergure qui demandent du financement additionnel. Par contre, ça n'empêche pas justement de prendre en considération la réflexion puis sensibiliser les équipes, tant de soutien technique que clinique, à l'importance d'appliquer puis de mettre en œuvre certaines recommandations plus facilement que d'autres. Puis on peut aussi varier les sources de financement. Donc, par exemple, faire des demandes aux fondations qui peuvent soutenir des initiatives comme ça au niveau financier, au niveau des établissements de santé. C'est par ailleurs ce qu'on a fait là, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On a soumis une demande de financement à la Fondation pour être capable d'actualiser le projet qui a plus d'envergure que ce qu'on est capable de financer à travers nos enveloppes habituelles. Sinon, en termes d'autres défis, dans ce qu'on a mentionné, évidemment, les personnes aînées ont intérêt à vivre dans des milieux collectifs pour maintenir leur activité, mais c'est pas toujours facile pour eux d'avoir accès à ces places-là lorsqu'ils le souhaitent. Je vous dirais que quand on parle plus du réseau là, CHSLD, ressources intermédiaires, bien, il y a une grande variabilité d'une région à l'autre pour la disponibilité de ces places-là. Puis quand on parle de RPA plus privé, c'est sûr que les résidences privées pour aînés, ça peut être difficile pour les personnes à faible revenu là, d'y accéder parce que ça prend quand même des ressources financières plus élevées. On connaît la crise du logement, donc évidemment, les places en HLM, en coop d'habitation dans certaines régions du Québec, ça peut être difficile aussi d'y avoir accès. Donc, évidemment, je pense que de planifier de façon concertée l'environnement, là, comme mentionnait Marie-Chantal, c'est certainement l'avenir, le souhait. Ça peut être complexe aussi de faire des nouvelles constructions dans des territoires où l'environnement est dense, là, peut-être moins propice là, d'élaborer des nouvelles constructions, par exemple à Montréal, où il y a déjà beaucoup de densité au niveau des installations. Fait que ça peut être compliqué de mettre tous les paramètres gagnants pour aménager des aménagements inclusifs. Fait qu'il faut penser à d'autres solutions comme le transport, puis tout ça pour aménager vraiment les environnements. Euh, Évidemment, les personnes aînées, plus vieillissent, plus les besoins qu'ils ont sont complexes. Donc, c'est sûr que les défis qu'on a, là, par exemple, dans les milieux de vie, plus d'hébergement de soins longue durée, les CHSLD, les personnes peuvent de moins en moins sortir des milieux. Donc, c'est vraiment là que l'environnement
qui devient important finalement d'inclure, tu sais, de faire venir la communauté vers l'intérieur plutôt de l'environnement que de penser à vraiment faire sortir les gens du milieu parce qu'ils peuvent plus, ils n'ont plus nécessairement les capacités de sortir dans tous les environnements où les besoins des usagers sont plus compliqués. Donc, c'est important, je pense, de penser aussi à recréer des micro-sociétés un peu dans nos milieux de vie pour être capable de leur faire continuer de jouer d'avoir des rôles ou d'avoir des responsabilités sociales, de maintenir tout ça, par exemple, en ayant des bureaux de vote, des aménagements, des garderies, des dépanneurs, par exemple, à même nos installations, nos milieux de vie. Euh, Marie-Chantal le nommait, là, je pense que l'avenir, c'est vraiment dans la planification concertée de l'environnement bâti autour des besoins. Par contre, c'est complexe, hein. La coordination intersectorielle, ça demande beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs impliqués, les municipalités, les établissements de la santé, des services sociaux, les organismes communautaires, les partenaires privés. Puis plus on a de parties prenantes, plus il y a de visions, d'objectifs, de cultures différentes. Donc, c'est vraiment important qu'on le fasse, mais c'est quand même une difficulté là, qu'on peut rencontrer en départageant les rôles et responsabilités de chacun des acteurs dans des initiatives comme ça. Sinon, pour l'avenir, ben, évidemment, on croit qu'à long terme, d'avoir une vision d'urbanisme inclusif, c'est essentiel. Donc, prévoir vraiment des logements adaptés aux personnes aînées, des habitats qui vont permettre aux personnes plus âgées, mais aussi aux jeunes de cohabiter. Euh, Ça permettrait vraiment de créer des pôles où les personnes aînées pourraient demeurer actives. Les établissements de la santé, bien, je pense qu'on a la responsabilité de rapprocher nos services aussi des milieux de vie actuels où il y a une concentration de personnes aînées plus grande. Pensons, ce qui serait intéressant, c'est de penser davantage à avoir une approche intergénérationnelle, donc d'avoir des quartiers peut-être, des environnements intergénérationnels où les communautés, tant urbaines ou résidentielles, de différentes générations, peuvent se côtoyer. L'idée étant de favoriser les échanges, la solidarité, l'entraide aussi pour soutenir les personnes qui y habitent. Puis je pense qu'on serait en mesure de voir des effets bénéfiques de ça. Donc, bien des défis pour l'avenir, mais je pense que c'est positif et intéressant de penser à ce qui serait possible de faire pour la suite des choses. Donc, voilà ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Marie, je te recède la parole. Je ne peux pas te départager mon écran, donc si quelqu'un veut le faire à ma place, ce serait bien. Bon, merci beaucoup, Joël. Tu lis un peu toutes ces présentations avec ces derniers mots. Merci à tout le monde aussi pour vos commentaires. Donc, ce serait le temps des questions. J'en ai quelques-unes sur le clavardage, dont une, je crois, Joël, qui te revient. Tu y as répondu en partie. Mais en fait, il y a quelqu'un qui nous demande si les propositions d'aménagement ont été adoptées par l'institution. Donc, je ne sais pas s'il y a un petit complément ajouté par rapport à cette question. Oui, ben, Hugo, tu peux compléter aussi, là, mais il y a quand même eu présentation au niveau des directions concernées, des directions cliniques concernées, puis des directions soutien administratif aussi qui peuvent soutenir le projet. Les rapports ont été déposés, puis évidemment, c'est pas des choses qu'on peut toutes réaliser à 100%, mais tout ce qu'on peut faire, on va le réaliser. Comme je disais, on est en attente de financement aussi, peut-être avec la fondation. Donc, c'est certain qu'il y a des choses qu'on va pouvoir et qu'on souhaite actualiser, là. Tout le monde était très enthousiaste face aux recommandations qui sont sorties du projet. Puis, il y a eu collaboration dans le projet de plusieurs directions, des directions cliniques, des directions soutien, là, mais vraiment de plusieurs partenaires du CIUS avec l'équipe de Hugo. Je ne sais pas si Hugo, tu voulais ajouter quelque chose, mais c'est ce que je répondrais. Oui, exact. Puis ça fait pas si longtemps, on l'a déposé il y a seulement quelques mois, donc le temps aussi que la machine se mette en marche. Puis une autre chose, c'est que oui, certes, on a déposé qu'il y a des charges, mais la démarche en elle-même a permis d'améliorer les choses pendant la démarche. On faisait des rencontres avec les gestionnaires des installations, etc. Et puis dans les rencontres, quand on discutait un peu des enjeux, ben, finalement, du jour au lendemain, des fois, il y avait un enjeu qui avait été réglé parce que la personne avait vu finalement, il y avait peut-être une solution meilleure à un problème qui avait été fait. Donc, c'était aussi le temps de la démarche, hein, finalement, le temps d'améliorer les choses en continu. Donc, ça a permis ça aussi, de faire cette démarche.
Merci, Hugo. Une autre question, je crois que ça vous revient également. Combien de temps pour réaliser les aménagements depuis les analyses, les conceptions et la réalisation des aménagements? J'imagine qu'il y a plusieurs réponses à donner à cette question. Je vous passe le Oui, micro. c'est une grande question, évidemment. Ça dépend des aménagements. Dans le cahier des charges que vous pouvez retrouver sur notre site internet, on a essayé quand même d'aller proposer des pistes d'action à court terme puis à long terme. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est la vision à long terme sur plusieurs années, hein. Refaire la rue Rachel ou refaire un stationnement, on sait que ça prend des années. Mais on a quand même essayé d'aller donner quelques petites pistes d'action à court terme. Donc, ça dépend aussi de à quel moment les demandes de financement se font, à quel moment il y a aussi un réaménagement où dans les installations, il y a des momentum pour ça, mais j'ai pas une réponse précise, mais il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement dans l'espace de quelques semaines, mais d'autres, évidemment, il faut prendre en considération aussi les municipalités, puis d'autres acteurs à mettre sur la table pour faire avancer les choses. Donc, je dirais que ça peut être rapide comme très long, dépendamment de ce qu'on va faire et de l'argent qu'on a. Merci, Hugo. Une autre question, je crois que ce serait peut-être du côté Marie-Chantal ou de Rana. En fait, une des participants ou un des participants nous demande de définir la participation sociale des aînés. Qu'est-ce que ça comprend? Je peux tenter si tu peux compléter, Rana, si tu as des choses à ajouter, mais à la direction de santé publique, on a considéré toute forme d'interaction sociale. Donc, ça peut aller tu sais, de la simple interaction avec un ami jusqu'à, mettons, faire du bénévolat, travailler, être proche aidant, puis jusqu'à l'engagement social dans la communauté, être impliqué dans un parti politique, etc. Fait que c'est tout, c'est un long continuum, puis ça peut être tout ça dans le continuum. Merci, Marie-Chantal. Rana, est-ce que tu souhaites ajouter? Effectivement, en fait, c'est la participation à toutes les activités de loisirs qui sont proposées par les villes, par exemple, mais aussi les activités de bénévolat, les liens intergénérationnels, les rencontres avec les amis, les rencontres avec les familles, tout ça, ça s'intègre dans la participation citoyenne, sociale et citoyenne. Merci. Donc, c'est moi qui ai la tâche ingrate de tenir le temps. Donc, je vais prendre peut-être une dernière question. Je crois que Rana, ce serait pour toi. Du point de vue de la recherche, est-ce qu'il y a des nuances entre les besoins d'aménagement autour des milieux de vie résidentiels et les établissements de santé non résidentiels tels que les CLSC? En réalité, je suis plus spécialisée, donc j'ai fait mes recherches sur les résidences pour personnes aînées. C'est certainement les besoins des personnes aînées, en fait, en termes d'environnement, en termes d'aménagement, ce sont parfois similaires, mais aussi les résidences pour aînés sont destinées pour des personnes aînées, mais les CLC sont exploités par toutes les populations. Peut-être les besoins en aménagement il devrait être plus inclusif, destiné à toutes les personnes pour que ça soit exploité par toutes les capacités, par toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités et quels que soient leurs besoins. Merci, Rana. Un complément du côté de Joël ou Hugo à ce sujet? Ça va? Je peux juste dire que dans la première phase de zone santé, on a étudié donc des CHSLD, puis un hôpital avec quand même des résidences. Donc, on était beaucoup sur des recommandations liées au fait que les aînés y habitaient. Puis là, dans le projet en Montérégie, on va accompagner deux CLSC. Donc, on voit déjà qu'il y a des différences parce que c'est pas nécessairement un lieu de vie, donc c'est plus un lieu de destination. Donc, ça change aussi bon, le sentiment d'appartenance aussi des personnes qui y vont, mais aussi sans doute les enjeux derrière. Puis donc ça va nous permettre un peu peut-être d'aller creuser ça, puis de mettre en avant les différences aussi, mais peut-être de zones santé selon le type d'installation, s'il y a des personnes qui vivent versus plus de destinations. Donc à creuser, je dirais.
Bien, merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci de vos contributions. On est au moment de conclure ce webinaire. Je crois qu'il apparaît plus que jamais majeur que l'ensemble des partenaires du réseau se penchent sur l'environnement bâti autour des milieux de vie. Osons innover. On en a quelques exemples, même si ça implique parfois de naviguer un peu à vue, mais il convient là, à ce titre de poursuivre la collaboration étroite entre nous, entre les partenaires de la recherche, les experts de milieu que sont les personnes aînées, les partenaires cliniques afin de se doter de repères stratégiques là, pour ce sujet.